Dans cette nouvelle session, nous allons voir comment on peut industrialiser l'attribution des ressources à une équipe. Quand je parle de ressources, ça peut être une machine, ça peut être un pod, ça peut être une VM, ça peut être un service. Comment est-ce qu'on peut industrialiser l'affectation à une équipe? Donc, on va déjà commencer par voir comment est-ce que cela se représente au niveau d'Inatras. Si je prends par exemple l'application host, donc quand je prends host, donc j'ai notre machine de test, donc je la sélectionne. Sur notre fameuse barre d'état, vous vous souvenez, on avait le champ owner, il suffit de cliquer dessus. Donc là, on voit que on dit cette machine n'appartient à aucune équipe responsable. Donc, on va voir comment est-ce que avec le NoOps de Dynatrace, on va définir un certain nombre d'utilisateurs dans la console, mais il n'y aura plus de travail d'attribution. C'est depuis l'installation que les attributions se feront. Donc pour ce faire, on va aller dans l'application Setting. Quand on est dans l'application Setting, on va dans la section Ownership et puis on prend Configure. Bon, lorsqu'on vient dans Configure, on se rend compte qu'il y a déjà deux éléments qui sont là. Ces deux éléments sont présents tout simplement parce que c'est les configurations d'origine. Donc dès que vous avez installé un cluster, que ce soit SAS ou Manage, ces deux configurations sont déjà présentes. Et donc du coup, on va essayer de comprendre ce que cela veut dire. Déjà, le premier élément à retenir, c'est que vous voyez, on vous dit que vous en avez déjà consommé 2 sur 5. Donc c'est soit vous supprimez cette configuration de base, ce que je ne recommande pas, c'est déjà deux configurations qui sont très bien fonctionnelles. Donc Dynatrace vous informe que vous pouvez en créer 3 de plus. Donc vous ne pouvez pas créer plus de 5. Il suffit de faire ajouter une clé. Bon, on va pas aller à ce niveau, on va comprendre de quoi est constitué les deux précédentes. Donc si vous voulez en rajouter une, vous êtes libre. Donc si je prends par exemple, les deux sont identiques. Lorsque je déroule, vous voyez le seul paramètre qu'il y a, c'est ça. Donc en fait, c'est encore le même paramètre qui se retrouve là. Il n'y a pas d'autres paramètres. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que lorsque Dynatrace, dans vos variables d'environnement, dans vos tags, dès que Dynatrace va identifier une variable qui porte comme clé dt comme Dynatrace, dt.owner, il va comprendre que vous êtes en train de lui donner l'information sur les owners. La deuxième chose à savoir, c'est que en fait, ce n'est pas ça qui va... En fait, ça, ce n'est que le préfixe. Donc, ce que vous définissez ici sont des préfixes. Donc, ça veut dire que dès que Dynatrace va trouver une clé de tags ou autre qui s'appelle dt.owner quelque chose, ça peut être -1, -2. Bon, en général, dans l'entreprise, on va faire -1, -2, -3 pour dire qu'on veut définir plusieurs équipes. Ou ça peut être juste owner. Pourquoi est-ce que Dynatrace, ils ont fait deux? Il y a un qui porte DT pour Dynatrace et l'autre qui porte owner. Dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, Dynatrace peut faire les 3 piliers de l'observabilité, mais en général, dans les entreprises, il y a souvent ce cloisonnement. On va prendre Dynatrace majoritairement pour faire du tracing et on va souvent prendre Elastic pour faire plus la partie gestion de logs. Pourquoi est-ce que ça c'est intéressant d'avoir celui-là? Tout simplement parce que dans les précédents cours, lorsqu'on parlait de Kubernetes, vous vous souvenez, on a défini dt.owner. Donc vous avez vu, on a défini dans notre deployment config, ça va être défini au niveau de la machine. Donc lorsque les machines vont arriver dans Dynatrace, pardon, ça va être assez clair. C'est Dynatrace, on le retrouve dans Dynatrace. Ça c'est très bien. Mais souvenez-vous, le dt owner était défini depuis le Kubernetes. Donc ça veut dire que lorsqu'on va le définir et que les logs de la machine vont arriver, dans Elastic, on verra l'information sur du dt owner. Et donc du coup, c'est pas très propre de se retrouver dans Elastic avec des informations. C'est pas grave, mais c'est pas très propre. C'est pour ça que moi, ma recommandation, c'est plutôt d'utiliser celui-là. Ça permet que vous soyez dans Dynatrace, c'est owner, vous allez dans Elastic, le owner porte le même nom.
Et donc, du coup, ça évite d'avoir des informations propres. Après, si vous avez DT Owner dans Elastic, c'est pas gênant non plus. Donc, si vous voulez faire quelque chose d'encore plus personnalisé, par exemple, dans les habitudes, lorsqu'on fait du Dockerfile, souvent, on définit un champ qu'on appelle plutôt maintainer dans le Dockerfile. Maintainer. Je ne sais même plus comment ça s'écrit. Ouais, c'est un truc comme ça. On définit plutôt un champ qu'on appelle maintainer. Et donc, du coup, le fait de le rajouter ici, ça fait que pour vous qui avez créé un Dockerfile dans lequel vous avez défini un label qui s'appelle maintainer, automatiquement, vous êtes en train d'affecter un propriétaire. Et donc, du coup, le propriétaire devient donc le champ que vous aurez mis dans votre label. Ça, c'est très important parce que ce qui est souvent recommandé, c'est pour le même élément, il faut affecter plusieurs propriétaires, tout simplement parce que souvent dans les entreprises, il y a souvent ce qu'on appelle une digital factory. C'est eux qui sont en charge de construire les images Docker, c'est eux qui sont en charge de construire les images Packer, c'est eux qui sont en charge de l'industrialisation Ansible, SourceStack. Et donc du coup, c'est souvent bien de leur permettre d'avoir donc l'information comme quoi ils sont déjà à la base. On les met en mainteneur 1. Donc, c'est vraiment ceux qui font la page. Maintenant, des équipes maintenant plutôt applicatives qui viennent déposer leur application sur des VM, qui viennent ajouter leur application dans des conteneurs, on peut les mettre en mainteneur 2. Ça fait que lorsque l'élément arrive dans Dynatrace, on a aussi bien l'information sur la Digital Factory qui est en charge de la partie socle de base, et puis on a aussi l'information sur qui est propriétaire au niveau applicatif. Ça fait que demain, quand on va avancer sur les process de notification, on pourra aussi éventuellement notifier les équipes des Digital Factory pour leur dire vous avez un taux de fonctionnalité assez élevé, vous avez un taux d'erreur qui est plutôt assez élevé au niveau de vos livraisons. Ça leur permettra de savoir que non, peut-être il y a des choses à améliorer. Donc, vous êtes libre. Donc là, on en a défini 3 sur 5. Donc, pensez à la limite. Mais déjà, c'est une information qu'on ne fait pas beaucoup évoluer. Donc, 5, c'est une limite qui est très, très large même. Parce qu'en général, vous allez choisir un seul et vous fonctionnerez avec ça. Moi, je préfère éviter ceux qui portent Dynatrace. Ça fait que si vous êtes dans l'entreprise ou vous êtes dans du multi-solution, au moins, c'est neutre et ça passe partout. Donc maintenant, une fois que vous avez défini ça, on verra plus tard comment est-ce qu'on peut l'exploiter. Maintenant, il faut donc créer les équipes. Donc ça se fait au niveau de Teams. Donc imaginez-vous, j'ai dit, je rajoute une équipe. J'ai dit, ça c'est l'équipe Digital Factory. Voilà. J'ai dit, mon équipe s'appelle Digital Factory. Je peux lui donner une description. Je dis construction d'images Docker et Packer. Et donc du coup il me crée un identifiant. Donc retenons bien l'identifiant. Bon, je préfère toujours avoir mes identifiants qui sont tout en minuscules. Donc on peut rajouter des identifiants supplémentaires. Pour nous, ça c'est un seul, c'est suffisant. Donc on peut dire ça c'est notre équipe développement. Et puis infrastructure. Je peux décider d'ajouter un contact. Donc je dis par exemple un contact, vous pouvez mettre différents contacts, ça peut être du Jira, du Slack et autres. Bon, pour l'instant c'est pour du test. Je dis, je l'appelle digital. Je peux là acheter un lien autre. Donc, vous pouvez voir les informations que vous pouvez rajouter. Et du coup, on a créé notre première équipe. On peut désormais créer une équipe. Je dis équipe projet A. Donc, pour mettre une description. Et ici, j'ai dit projet A. Je préfère souvent des identifiants minuscules. Et donc, c'est une équipe uniquement développement. Donc, vous pouvez cocher pour donner des attributions. Je leur mets aussi un contact sous forme d'email que j'appelle projet A. Voilà, ça c'est fait. On a désormais nos équipes. C'est pour dire que l'élément le plus important, c'est l'identifiant.
Et sachez que cet identifiant, une fois que vous l'avez défini, vous ne pouvez plus le modifier. Donc ça veut dire que, vous vous souvenez, on a commencé à travailler avec le OneAgent CTL. Donc je prends un conteneur. On fera ça sous forme de TP plus tard. Donc si je reviens sur ma machine, vous voyez, il n'y en a pas d'équipe, on fera un TP pour lui affecter une équipe. Et donc du coup, on affectera nos deux équipes.